Et si je vous disais que derrière les sourires étincelants d'Abba se cachait une histoire d'amour, de ruptures et de douleurs qui allait briser le groupe à jamais? Dans cette vidéo, vous allez découvrir non seulement les secrets enfouis de leur relation intime, mais aussi la manière dont ces liens ont façonné leur plus grand chef-d'œuvre. Car au sommet de leur gloire, les 4 membres d'Abba s'approchaient, sans le savoir, d'un point de non-retour. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour souffler, relâchez vos épaules et laissez votre esprit s'ouvrir à cette histoire bouleversante. C'est en 1972, à Stockholm, que Benny Andersson et Annie Fridlingstad donnèrent naissance au groupe ABBA. Le nom même fut formé à partir des initiales de leur prénom. Après leur triomphe, avec Waterloo au concours Eurovision de 1974, le Quatuor connut une ascension fulgurante grâce à une série de tubes planétaires tels que Dancing Queen ou encore Mamma Mia. Mais malgré ces succès phénoménaux, des tensions s'installaient au cœur du groupe. La fin progressive de la relation amoureuse entre Benny Andersson et Annie Fridlingstad en fut l'une des épreuves les plus douloureuses. Leur histoire, commencée sous les auspices de la passion et de la créativité, s'éteignit jusqu'à leur séparation en 1980, puis leur divorce en 1981. Fait remarquable malgré leurs blessures, ils parvinrent à poursuivre leur collaboration au sein d'ABBA. Lingstad déclara un jour: nous pouvons travailler beaucoup plus efficacement maintenant que Benny et moi ne sommes plus ensemble. Nous continuons à communiquer, mais notre lien n'est plus aussi fort qu'avant. Leur partenariat créatif, soutenu par plus de 380 millions de disques vendus à travers le monde, demeura l'un des piliers du succès du groupe. Anderson, avec Ulveus, co-signa certains de leurs plus grands classiques, Waterloo, SOS, Dancing Queen ou encore The Winner Takes It All, et produisit en 1971 l'album Solo Frida, salué par la critique. Ainsi, malgré les turbulences, Anderson et Lingstad s'affirmèrent comme l'un des couples les plus marquants de l'histoire de la pop. Leur collaboration donna même naissance au phénomène musical et cinématographique Mamma Mia. De l'autre côté, Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus formaient également un couple. Ils se rencontrèrent en 1969, se marièrent en 1971 et eurent 2 enfants. Leur union semblait parfaite. Une vie familiale heureuse doublée d'un succès musical inégalé. En apparence, tout respirait l'harmonie. Mais en coulisses, les tensions grandissaient. En 1979, au moment où ABBA atteignait l'apogée de sa carrière, leur mariage prit fin. Le divorce, présenté publiquement comme amical, fut en réalité une épreuve émotionnelle accablante. Malgré tout, Fältskog et Ulvaeus continuèrent à collaborer au sein du groupe. C'est même durant cette période qu'Ulvaeus écrivit les paroles déchirantes de The Winner Takes It All que Fältskog interpréta avec une intensité poignante. Pourtant, au fil du temps, chanter ce morceau devint pour elle de plus en plus douloureux, les émotions qu'il réveillait étant trop proches de ses propres blessures. Malgré leurs épreuves personnelles, Fältskog et Ulvaeus demeurèrent essentiels au rayonnement du groupe. Leur capacité à séparer leur vie professionnelle de leurs conflits privés permit à ABBA de consolider un héritage musical unique. Mais derrière cette réussite se cachait un prix émotionnel immense, payé dans le silence et la discrétion. Lorsque Björn Ulvaeus révéla au monde, en 2022, qu'il partageait désormais sa vie avec Christina Sass, de 28 ans sa cadette, son univers prit un tournant inattendu. Christina travaillait alors chez Universal Music Group, chargée de promouvoir l'album Voyage d'ABBA, et c'est dans ce contexte que leur histoire avait commencé. Leur première apparition publique fut marquée par un événement symbolique. La première de l'adaptation musicale de Fifi Brin d'Acier, projet que Björn chérissait particulièrement. À cette occasion, il confia que Christina occupait une place essentielle dans sa vie et que cette nouvelle relation lui apportait un bonheur sincère. Mais pour Agnetha Fältskog, l'histoire avait été bien différente. Après sa séparation avec Ulvaeus en 1980, elle découvrit que le bonheur était plus difficile à atteindre qu'elle ne l'avait imaginé. Bien que les médias et ses admirateurs aient suivi avec passion les rebondissements de sa vie privée, Agnetha s'engagea dans une succession de relations compliquées. Au début des années 1980, elle fréquenta brièvement le joueur de hockey suédois Peter Cedergren, puis épousa, en 1990, le chirurgien Thomas Sonnenfeld. Leur union fut si discrète que le public n'en eut pratiquement pas connaissance jusqu'à leur divorce en 1993. Quelques années plus tard, à partir du milieu des années 1990, elle entama l'une de ses liaisons les plus improbables avec Gert van der Graaf, un chariste néerlandais et fervent admirateur d'ABBA. Selon certaines sources, Van der Graaf l'aurait courtisée avec une persévérance presque obsessionnelle pendant 2 ans avant que leur relation ne devienne officielle en 1997. Contre toute attente, ils restèrent ensemble plusieurs années malgré ses débuts fragiles. Cependant, les épreuves d'Agnetha ne se limitaient pas à ses histoires sentimentales. Celle que l'on considérait comme la voix la plus emblématique de sa génération était en réalité en proie à de profondes insécurités. Le divorce, puis l'éclatement d'ABBA, laissèrent en elle des cicatrices invisibles qui minèrent son estime de soi.
La célébrité et l'attention constante du public lui pesaient lourdement. De nature réservée, elle supportait mal la surexposition médiatique, ce qui accentua encore sa perte de confiance. Elle avoua un jour avoir fait, à plusieurs reprises, des cauchemars où elle se voyait littéralement dévorée par ses propres fans. Face aux grandes foules, elle se sentait non seulement mal à l'aise, mais parfois même effrayée. Son isolement fut aggravé par une expérience traumatisante lors d'un orage électrique qui renforça sa peur de l'avion et limita encore davantage ses déplacements. À cela s'ajoutait une rivalité perçue avec Annie Fried Lyngstad, sa partenaire féminine au sein du groupe. Agnetha reconnut que leurs différences de tempérament et d'éducation entraînaient parfois des frictions. Bien qu'elles aient toujours affiché une courtoisie irréprochable en public, elle confia plus tard: Freda et moi avions des parcours, des tempéraments et des personnalités très différents, ajoutant que cette dissonance pouvait les fatiguer et les irriter l'une l'autre. Cette rivalité latente accentuait les doutes d'Agnetha, notamment sur son image et sa place au sein du groupe. Une autre difficulté singulière résidait dans sa relation avec la langue anglaise. Bien qu'elle eût le talent nécessaire pour briller sur les plus grandes scènes du monde, elle se sentait extrêmement vulnérable lorsqu'il fallait s'exprimer dans une langue étrangère. Les interviews et apparitions publiques la mettaient à rude épreuve car elle craignait de ne pas pouvoir se montrer à la hauteur. Pendant l'âge d'or d'ABBA, cette pression fut énorme. Il fallait maintenir l'image impeccable du groupe, tout en assurant des performances et des entretiens parfaits. Pour Agnetha, qui n'était pas anglophone de naissance, ce poids devint accablant. Elle choisissait alors de fuir certaines situations, renforçant son image de recluse et son désir de se cacher du monde extérieur. Mais les difficultés d'Agnetha Fältskog ne s'arrêtaient pas à sa carrière artistique. Sa vie personnelle fut marquée par des tragédies bouleversantes, à commencer par la disparition prématurée de sa mère, Birgit Fältskog, en 1986. Birgit, qui luttait contre une dépression sévère, mit fin à ses jours et les circonstances entourant ce drame alimentèrent de bien des spéculations. Les années d'alcoolisme de son mari Ingvar avaient déjà fragilisé leur mariage, créant un climat de tension qui accentua la détresse de Birgit. Pour Agnetha, ce fut un choc absolu. Effondrée, elle choisit de garder le silence sur la véritable cause de la mort de sa mère pendant plus de 10 ans. Dans son autobiographie, elle alla même jusqu'à évoquer un accident, sans doute pour se protéger elle-même, mais aussi parce que le suicide restait à cette époque un sujet tabou, fortement stigmatisé. Après cette perte, Agnetha continua de rendre visite à son père, malgré sa santé déclinante qui le força à intégrer un établissement spécialisé. Mais les ravages de l'alcool avaient depuis longtemps creusé un fossé entre eux et la mort de Birgit accentua encore ce sentiment de séparation. Plus tard, elle avoua qu'après la disparition de sa mère, elle s'était sentie totalement seule, contrainte d'affronter son traumatisme sans appui. Comme si la douleur n'était pas déjà insupportable, un autre coup terrible la frappa. Ingvar mourut à son tour, en 1995, des suites de son alcoolisme. Ouvrier d'usine à la retraite, il avait mené une longue lutte contre ses démons, mais cette bataille avait laissé des traces profondes sur sa famille et sur Agnetha, qui se retrouva doublement orpheline en l'espace de quelques années. Cette succession de drames accrut sa fragilité psychologique. Déjà minée par son manque de confiance en elle, son trac paralysant et sa peur viscérale de l'avion, Agnetha se replia encore davantage sur elle-même. Son biographe racontera que tout changea en elle au moment de la mort de sa mère. À partir de là, elle se coupa progressivement du monde extérieur. Beaucoup remarquèrent son comportement de plus en plus étrange, signe d'un repli douloureux où elle cherchait avant tout à se protéger. Mais ce retrait ne fut pas seulement synonyme de silence. Elle trouva dans la musique un exutoire pour exprimer ses blessures invisibles. C'est ainsi qu'en 2004, elle sortit My Coloring Book, un album où elle reprenait avec délicatesse les chansons les plus marquantes des années 1960. Derrière sa voix douce, teintée de mélancolie, transparaissait une émotion brute, faite de nostalgie et de douleur. Le public découvrit alors un aperçu de ce qu'Agnetha avait longtemps gardé enfoui au fond d'elle-même. Malgré les pertes et la solitude, une force éclatante se révélait et sa musique touchait toujours le cœur de ses admirateurs. L'année suivante, en 2005, un nouvel épisode inattendu survint. Son amitié de longue date avec l'homme d'affaires Bertil Nordström se transforma en relation amoureuse. Après des décennies de solitude et de liaisons infructueuses, cette romance surprit tout le monde, d'autant que Nordström, figure respectée et proche de la famille royale suédoise, appartenait à un univers très éloigné du sien. Leur apparition publique fit sensation auprès des fans d'ABBA, heureux de voir Agnetha trouver enfin un peu de stabilité et de chaleur humaine. Hélas, cette idylle prit fin assez rapidement malgré l'enthousiasme du départ. Pourtant, elle laissa une empreinte importante. Après plus de 20 ans de retrait quasi total, ce lien, même éphémère, lui permit de rouvrir une porte, de sentir qu'un avenir plus apaisé était encore possible. Comme si, par ce souffle d'amour tardif, une part du lourd fardeau émotionnel qu'elle portait depuis la mort de ses parents s'était un peu allégée.
Même si l'ombre de ses angoisses persistait, peur de l'avion, trac scénique, doute constant, Agneta continua d'avancer, fidèle à sa manière, en trouvant refuge dans la solitude, mais en offrant toujours au monde la pureté de sa voix. Et si la femme se cachait parfois, l'artiste, elle, brillait encore, construisant un héritage musical qui résonne jusqu'à aujourd'hui dans le cœur de ses admirateurs. Cependant, même si la romance avec Bertil Nordström fut de courte durée, elle marqua un véritable tournant pour Agneta. Pour la première fois depuis longtemps, elle sortit peu à peu de l'ombre de ses souvenirs douloureux pour goûter à nouveau aux lumières de Fragile de l'amour. Mais Agneta n'était pas la seule membre d'ABBA dont la vie fut profondément marquée par les drames personnels. L'histoire d'Annifrid Lyngstad, que tout le monde appelait affectueusement Freda, fut également teintée de pertes déchirantes. Freda vit le jour le 15 novembre 1945 à Björkåsen en Norvège, dans un contexte déjà compliqué. Son père, Alfred Haas, était un soldat allemand stationné dans le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. On pensa longtemps qu'il avait trouvé la mort lors du naufrage de son navire sur le chemin du retour vers l'Allemagne. Sa mère, Signe Lyngstad, dut alors élever seule sa petite fille. Craignant les représailles contre celle qui avait entretenu des liens avec des soldats allemands, Signe, sa propre mère Annie et la petite Freda quittèrent la Norvège pour s'installer en Suède alors que Freda n'avait que 18 mois. Mais la tragédie frappa à nouveau très tôt. Le 28 septembre 1947, Signe mourut d'une insuffisance rénale, laissant sa fille de 2 ans orpheline de mère. C'est donc la grand-mère, Annie, qui éleva Freda à Torshälla, près d'Eskilstuna. Cet arrachement brutal bouleversa à jamais l'identité de la petite fille. Bien que son enfance ait été entourée d'amour, l'absence maternelle la marqua profondément, forgeant en elle une indépendance farouche et une force intérieure singulière. Plus tard, adulte, elle avouera que cette enfance sans mère avait façonné sa manière d'aimer et de se lier aux autres. Pourtant, malgré ce passé douloureux, Freda réussit à transformer cette blessure en inspiration. Grâce à la stabilité et à la tendresse de sa grand-mère, elle cultiva très tôt son amour pour la musique. Elle y trouva un refuge, un langage qui lui permit de transposer ses émotions de perte et de déracinement dans des mélodies capables de toucher directement le cœur de son public. Cette sincérité émotionnelle allait devenir l'une des signatures d'ABBA. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Le 13 janvier 1998, Freda fut frappée par une douleur encore plus insoutenable. La perte de sa fille unique, Liselotte, née le 15 avril 1967 de son mariage avec Ragnar Fredriksson. Lisa, comme elle l'appelait tendrement, avait grandi à l'écart des projecteurs malgré la gloire de sa mère. Elle avait fondé sa propre famille et donné naissance à un fils, Jonathan. Pourtant, à seulement 30 ans, sa vie s'interrompit brutalement dans un accident de voiture à Lonia, dans le Michigan. Le choc fut si violent qu'elle décéda sur le coup. Anéantie, Freda plongea dans une douleur indicible. Elle interrompit aussitôt ses projets artistiques, renonça à un album en préparation et se retira du monde. Dans les rares interviews qu'elle accorda ensuite, elle expliqua combien il lui était presque impossible de surmonter un tel drame, au point de ressentir que le monde entier s'était effondré. Comme si cela ne suffisait pas, un an plus tard, en 1999, elle dut affronter un nouveau coup du sort, la mort de son époux, le prince Heinrich Reuss. Né en Suisse le 27 mars 1950, architecte paysagiste et héritier de l'ancienne maison princière de Reuss, il avait épousé Freda le 26 août 1992. Leur mariage fut l'un des plus beaux chapitres de sa vie. Elle devint alors princesse Reuss et comtesse de Plauen. Freda évoquait souvent Heinrich comme un homme spirituel, drôle et profondément bienveillant. Sa présence avait apporté à sa vie une stabilité et une joie qu'elle n'avait plus connues depuis longtemps. Elle s'était aussi attachée aux 2 filles qu'il avait eues d'un premier mariage, trouvant dans cette famille recomposée une chaleur qu'elle avait tant cherchée. C'est donc à travers ces épreuves successives, perte de sa mère, disparition tragique de sa fille, puis de son mari, que s'est dessiné le destin bouleversant de Freda, un chemin de douleur mais aussi de résilience, qui éclaire différemment son parcours artistique et qui prépare à comprendre la force intime qu'elle porta sur scène. En 1999, le destin frappa à nouveau Annifrid Lyngstad, dite Freda. Cette fois, c'est son mari, le prince Heinrich Reuss, qui reçut un diagnostic terrible, un lymphome. La maladie évolua à une vitesse implacable et malgré le courage exemplaire et la dignité avec lesquels il affronta l'épreuve, elle finit par l'emporter. Le 29 octobre 1999, à Stockholm, Heinrich s'éteignit à seulement 49 ans. Pour Freda, ce fut un nouveau coup de tonnerre, une douleur aussi violente que soudaine, venant s'ajouter à la perte de sa fille 1 an plus tôt. Plongée dans un chagrin profond, elle connut une longue période de retrait et de silence. Dans ses rares confidences, elle expliqua combien ce double deuil l'avait englouti, lui donnant l'impression que la douleur consumait chaque parcelle de son univers. Elle reconnut cependant que, dans cette obscurité, la foi, les amis et la famille avaient été ses points d'ancrage, l'aidant à ne pas sombrer complètement.
C'est en se tournant vers la nature et en multipliant les gestes altruistes, en accord avec ses valeurs, qu'elle commença lentement à remonter à la surface. Peu à peu, elle retrouva un souffle vital, puis osa un retour progressif vers la lumière publique. La musique, qui n'avait jamais cessé d'habiter son cœur, redevint son refuge. Ainsi, au fil des années, Freda réapparut reprenant sa place parmi les voix les plus emblématiques d'ABBA. Son histoire, faite de pertes déchirantes, mais aussi d'une résilience admirable, toucha profondément ses admirateurs, séduits autant par son talent intact que par sa force tranquille. Certes, les cicatrices émotionnelles ne s'effaceront jamais. Mais la flamme intérieure de Freda, alliée à l'héritage musical qu'elle a contribué à bâtir, continue d'inspirer des générations entières. Et pour comprendre à quel point sa voix, mêlée à celle de ses compagnons de scène, a marqué l'histoire, il faut revenir sur la fabuleuse épopée d'ABBA et sur les raisons profondes de leur succès planétaire. ABBA, ce nom résonne encore aujourd'hui comme un écho lumineux des années 1970 et du début des années 1980. Formé de 4 talents complémentaires, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Annie Frid Freda Lindstad, le groupe suédois devint en quelques années une véritable légende de la pop mondiale. Leur secret ne résidait pas uniquement dans leur voix harmonieuse, mais dans cette alchimie singulière qui mélangeait une pop scintillante aux accents de folk suédois. Leur son si reconnaissable naquit aussi de leur audace technique. Grâce à l'utilisation pionnière d'innovations comme le double enregistrement des voix, ABBA parvint à créer une texture sonore riche, d'une clarté presque cristalline. Ce raffinement donnait à leurs chansons une profondeur qui transcendait les frontières, et surtout, leurs textes simples mais universels, l'amour, la perte, la nostalgie, touchaient un public de tous âges et de toutes cultures. Durant l'ère disco, leurs refrains devinrent un hymne à la joie et à la libération, particulièrement au sein de la communauté gay, qui trouva dans la légèreté et la flamboyance d'ABBA un souffle d'émancipation. Des titres comme Dancing Queen ou Mamma Mia ne se contentaient pas de remplir les pistes de danse. Ils donnaient aux foules l'impression d'échapper au quotidien, le temps d'une chanson. Leur énergie ne s'arrêtait pas au disque. Les costumes flamboyants, les chorégraphies soignées et une présence scénique électrisante renforcèrent leur aura. En véritables stars mondiales, ils atteignirent leur apogée à la fin des années 1970. Leurs albums se hissaient au sommet des classements internationaux et chaque nouveau single devenait un événement. L'année 1976 marqua un tournant avec la sortie de Arrival. Cet album contenait des tubes tels que Money, Money, Money ou encore Knowing Me, Knowing You, qui confirmèrent leur statut d'icône. Pourtant, derrière les paillettes et les sourires, les tensions commençaient à poindre. La vie privée du groupe, composée de 2 couples mariés, Benny et Freda d'un côté, Björn et Agnetha de l'autre, se compliqua. Les fractures sentimentales contaminèrent peu à peu la sphère professionnelle. À cela s'ajoutèrent des divergences artistiques. Chacun développait des envies musicales différentes, parfois contradictoires. La pression médiatique, les tournées incessantes et l'exigence de perfection minèrent leur santé mentale. L'envie de projet solo se fit de plus en plus pressante, le besoin de retrouver une vie privée, loin des projecteurs, devint une urgence. En 1982, après la sortie de The Visitors, ABBA annonça une pause indéfinie. Le groupe ne se dissout jamais officiellement, mais cette distance marqua bel et bien la fin d'une ère. Cependant, contrairement à tant d'autres formations, leur séparation n'entama en rien leur héritage. Leurs chansons intemporelles traversèrent les décennies, se réinventant sans jamais perdre leur magie. Les nouvelles générations continuèrent de découvrir Fernando, Chiquitita ou encore The Winner Takes It All, preuve que l'empreinte d'ABBA allait bien au-delà de leur époque. Leur musique ne fut pas seulement un succès commercial, elle devint une part indélébile de la culture populaire mondiale. Après la grande aventure, ABBA, Benny Andersson, véritable moteur créatif du groupe, et Björn Ulvaeus ne disparurent pas de la scène artistique. Bien au contraire, leur collaboration prit un nouvel essor, explorant des horizons différents et consolidant leur statut de figures incontournables de l'industrie du spectacle. Leur premier projet majeur après ABBA fut sans doute Chess, une comédie musicale créée en 1984 avec le parolier britannique Tim Rice. L'intrigue, ancrée dans les tensions de la guerre froide, fit sensation. La critique salua l'originalité de l'œuvre et le public répondit présent. Le titre One Night in Bangkok, rapidement devenu un tube international, prouva la capacité de Benny et Björn à passer de la pop à la composition théâtrale avec une aisance remarquable. Quelques années plus tard, ils renouèrent avec leurs racines en créant Kristina från Duvemola, inspirée de la célèbre série de romans de Vilhelm Moberg sur l'émigration suédoise vers l'Amérique. Cette fresque musicale, riche en émotions et en détails historiques, mit en lumière leur profond attachement à la culture de leur pays. Accueillie chaleureusement par la critique suédoise, elle confirma leur talent à raconter des histoires à travers la musique, bien au-delà du cadre de la pop. Mais le projet qui marqua le plus durablement leur carrière post-ABBA fut sans conteste Mamma Mia,
Lancée en 1999, cette comédie musicale, Jukebox, revisitait les plus grands succès d'ABBA en les intégrant à une intrigue joyeuse et touchante. Le spectacle devint rapidement un phénomène mondial, joué dans des dizaines de pays et adapté en 2008 dans un film qui connut un triomphe au box-office. Une nouvelle génération découvrit ainsi la magie d'ABBA, preuve que leurs chansons étaient véritablement intemporelles. En parallèle de ces réussites communes, Benny et Björn poursuivirent aussi des chemins individuels. Benny publia plusieurs albums, dont Piano, qui mettait en valeur son talent d'instrumentiste et de compositeur marqué par des influences classiques. Son style, raffiné et mélodieux, reflétait la diversité de ses inspirations. De son côté, Björn continua d'écrire pour le théâtre musical et se consacra également à la production de musique pour la télévision, tout en restant étroitement lié au travail de Benny. En somme, grâce à leurs efforts conjoints, mais aussi à leur carrière personnelle, l'héritage d'ABBA ne cessa jamais de rayonner. Le groupe, et chacun de ses membres, incarne encore aujourd'hui une alliance rare entre innovation musicale, influence culturelle et persévérance artistique. Avec l'accueil triomphal réservé à l'album Voyage, aussi bien par la critique que par le public, ABBA prouva une fois encore sa capacité à toucher les cœurs. Les nouvelles chansons, empreintes de résilience et de nostalgie, séduisirent à la fois les anciens admirateurs et une génération de nouveaux fans. Parmi elles, I Still Have Faith in You se démarqua particulièrement. Une ode à l'espoir et à la continuité, portée par cette profondeur émotionnelle qui a toujours caractérisé l'univers d'ABBA. Dans un monde musical en constante mutation, ce titre réussit à rassembler et à émouvoir, confirmant l'intemporalité de leur art. Le 27 mai 2022 marqua un moment historique avec l'inauguration du concert-série ABBA Voyage à l'ABBA Arena de Londres, un amphithéâtre de 30 000 places érigé dans le Queen Elizabeth Olympic Park. Ce spectacle révolutionnaire mêlait une formation live de 10 musiciens et la présence fascinante des avatars, des avatars numériques des membres du groupe tels qu'ils apparaissaient en 1979. Grâce à la capture de mouvements et au savoir-faire technologique d'Industrial Light and Magic, les artistes prenaient vie sous les yeux du public, brouillant les frontières entre performance physique et création digitale. Une véritable fusion de mondes, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir des concerts. Londres fut la première grande bénéficiaire de cette aventure hors du commun. En un an seulement, plus d'1 million de spectateurs vinrent assister à ABBA Voyage, générant environ 322 millions de livres sterling pour l'économie locale. La salle, quasiment toujours pleine, vendit près d'1,5 million de billets en 15 mois, avec un prix moyen de 4,95 $, environ 115 $. Un succès non seulement artistique, mais aussi économique, dont profita autant la reine que les commerces environnants. L'impact socio-économique s'avéra tout aussi spectaculaire. Plus de 5000 emplois furent soutenus à Londres grâce à ABBA Voyage, qu'il s'agisse du personnel du lieu, des transports ou encore de l'hôtellerie et de la restauration. L'afflux de visiteurs internationaux stimula la consommation et contribua largement à la relance culturelle et économique de la capitale britannique après la pandémie. Mais au-delà des chiffres, ABBA Voyage marqua un tournant culturel, un modèle de concert phygital où monde réel et univers numérique se complètent pour créer une expérience inédite. Cette approche ouvre des perspectives infinies, notamment pour des artistes qui ne peuvent de plus tourner, qu'ils soient retraités ou disparus. Les critiques saluèrent l'audace et l'inventivité du projet, confirmant qu'ABBA demeure, encore une fois, un pionnier dans l'art d'innover. Nous sommes honorés d'utiliser cette technologie pour présenter notre musique à une nouvelle génération, déclara Björn Ulvaeus. Et de fait, Voyage ralluma l'intérêt pour tout leur répertoire, rappelant à quel point le groupe savait s'adapter aux nouvelles tendances du divertissement. Les singles inédits et la scénographie futuriste enchantèrent les anciens comme les nouveaux admirateurs, enrichissant le paysage culturel londonien tout en consolidant son économie. Aujourd'hui, l'héritage d'ABBA brille plus que jamais et leur capacité à captiver un public mondial semble inépuisable. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Leur retour et cette aventure hors norme vous inspirent-ils autant que leur succès passé ? Partagez vos impressions. Et prenez un instant pour soutenir cette histoire si elle vous a touché, afin que d'autres puissent aussi s'y plonger.